Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 6 octobre. J'espère que la fin septembre et ce début du mois d'octobre se passent parfaitement bien pour vous et que vous profitez à fond de ce week-end. En tout cas, nous on est partis comme chaque dimanche pour décortiquer l'économie mondiale. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers et pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, utilisez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant pour la première actualité, on s'intéresse à la hausse d'impôts exceptionnelle que va mettre en place le nouveau gouvernement. En fait, le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, a expliqué cette semaine que la hausse d'impôts concernera uniquement les plus aisés. Il a expliqué ce jeudi sur le plateau de France 2, je cite, « On parle de 0,3% des ménages qui touchent des revenus d'à peu près 500 000 euros par an et nous pouvons demander légitimement aux contribuables de participer. » Alors son ministère a précisé que la mesure concernerait environ 75 000 ménages les plus riches sur plus de 30 millions que compte la France. Par ailleurs, les grosses entreprises seraient aussi dans le collimateur du gouvernement. Barnier envisagerait notamment d'augmenter de 8,5 points le taux de l'impôt sur les sociétés, qui est aujourd'hui à 25%, pour les entreprises réalisant au moins 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente à peu près 300 entreprises en France. Alors évidemment, ces mesures sont motivées par la volonté de réduire le déficit public hors de contrôle, qui devrait dépasser les 6% cette année, soit le double autorisé par l'Union européenne, et Barnier doit trouver 60 milliards d'euros pour le ramener à 5% l'année prochaine, ce qui passe inévitablement par une réduction des dépenses publiques, mais aussi par une augmentation des impôts. Alors maintenant, augmenter l'impôt sur les plus fortunés est à double tranchant. En fait, d'un côté, les riches ont une plus grande capacité contributive pour aider au redressement des finances publiques, mais de l'autre, le risque étant de faire fuir les ménages les plus riches dans d'autres pays où la fiscalité est plus avantageuse, ce qui est en fait relativement facile au sein de l'Union européenne. Et si cela se produit en masse, le pays perd non seulement des contribuables fortunés, mais aussi potentiellement des entrepreneurs, investisseurs et des capitaux qui pourraient être réinvestis dans l'économie locale. Et pour éviter ça, il est important que cette hausse dite exceptionnelle respecte son aspect temporaire pour une durée donc limitée, ce qui n'a quasiment jamais été le cas sous la Ve République, car en fait ces impôts qui étaient à la base temporaires se sont transformés en impôts définitif. Allez, maintenant pour la deuxième actualité, on prend un petit peu de recul et on part au Kirghizstan, qui est devenu la plaque tournante du commerce entre l'Europe et la Russie. Alors ce petit pays, enclavé d'Asie centrale, a vu ses exportations grimper en flèche après les sanctions européennes contre la Russie en 2022. Et les chiffres sont édifiants. Si les exportations du Kirghizstan vers la Russie s'élevaient à 393 millions de dollars en 2021, donc avant l'invasion russe, elles ont flambé à plus de 1 milliard de dollars après les sanctions européennes en 2022, soit une hausse de plus de 250% selon les données du Fonds monétaire international. De son côté, les exportations de la zone euro vers le Kirghizstan ont aussi flambé d'environ 1000%, avec des pays comme l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne ou encore l'Italie qui ont décuplé leurs exportations vers ce petit pays. Selon Mariusz Dubnikovas, économiste et vice-président de la Confédération lituanienne des entreprises, je cite, « Les échanges les plus importants concernent les machines, l'automobile, les produits de base, l'électronique et l'équipement électrique. » Alors plus globalement, le Kirghizstan est l'un des partenaires les plus fidèles de la Russie dans la région. Le pays est notamment membre de l'Union économique eurasienne et de l'Organisation du traité de sécurité collective, toutes deux dirigées par la Russie. Comme l'explique Vuk Vuksanovic, du think tank dédié à la politique étrangère de la London School of Economics, cela ne se produirait évidemment pas s'il n'y avait pas encore des entreprises occidentales, en particulier en Europe, toujours prêts à commercer avec la Russie, et donc à utiliser des failles juridiques et logistiques pour le faire. Et au-delà du Kirghizstan, le Kazakhstan, l'Arménie et la Géorgie ont aussi vu leurs exportations en provenance d'Europe bondir, notamment d'Allemagne, après le paquet de sanctions imposées à la Russie. Mais au final, il est compliqué pour l'Europe d'imposer des sanctions à tous ces pays pour étouffer la Russie, étant donné qu'il est aussi question de compétitivité économique mondiale, puisque si l'Europe interdisait radicalement l'exportation vers tous ces pays, elle se tirerait finalement une balle dans le pied en cédant dans ce cas une partie
partie du marché mondial à la concurrence d'autres pays, en particulier à la Chine. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à toutes les banques françaises qui vont lancer Wero, le nouveau service de paiement entre particuliers. Alors au-delà de la France, ce sont 14 banques européennes, dont toutes les françaises, qui comptent concurrencer les géants des paiements comme PayPal, Visa ou encore Apple Pay. Alors avec Wero, l'objectif est clair, permettre aux particuliers de réaliser des virements bancaires instantanés de compte à compte, donc même entre banques différentes, directement à partir de son smartphone. Ce service devrait être disponible dans toutes les banques françaises d'ici janvier 2025 et le principe sera simple. Pour envoyer de l'argent à un particulier, il suffira de connaître son numéro de téléphone mobile ou son adresse mail, étant donné que chaque banque ont relié le numéro d'un client ou son mail à son compte courant. Il sera également possible de générer des QR codes individuels pour éviter d'avoir à communiquer son numéro de téléphone. L'idée est donc de directement concurrencer les services de ce type les plus utilisés en France, à savoir PayPal et Lydia. Il sera aussi possible à terme d'envoyer de l'argent en quelques clics aux détenteurs d'un compte courant dans 4 autres pays partenaires, à savoir l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Alors le service sera en théorie gratuit, mais certains imaginent que les banques pourraient se rémunérer en augmentant, par exemple, les frais de tenue de compte. Il faudra donc être vigilant sur ce sujet. Wero remplacera aussi en France Paylib, la solution de paiement entre particuliers créée à l'initiative des banques tricolores, mais maintenant, reste à savoir si Wero trouvera son public. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse à un nouveau secteur que le gouvernement compte bien taxer, le secteur des jeux d'argent. En fait, le gouvernement veut augmenter les prélèvements sociaux qui pèsent sur toutes les entreprises du secteur des jeux d'argent afin de renflouer les caisses de la sécurité sociale. Une augmentation qui devrait permettre, selon les Échos, de récupérer 1,6 milliard d'euros dans les caisses de la Sécu contre 1,2 milliard d'euros attendus. Concrètement, le projet du gouvernement vise à augmenter les cotisations sociales sur le produit brut des jeux, c'est-à-dire la différence entre les sommes misées par les joueurs et les gains reversés aux gagnants. Ce que ça veut dire en fait, c'est que les opérateurs de jeux, comme par exemple la Française des Jeux, devront payer plus de charges sur cette base. Et donc pour compenser cette hausse de charges, les opérateurs pourront donc soit réduire les sommes reversées aux gagnants, ou alors augmenter le prix des mises ou des tickets pour les joueurs. Dans le détail, le loto et le casino pourront voir leur contribution augmenter de 2 à 3% de points de base. Concernant le poker en ligne, la contribution sociale devrait passer de 0,2% à 1% des mises. Quant aux paris hippiques et sportifs, ils seraient concernés par une augmentation de 4 à 5 points de base. Mais ce n'est pas tout, le gouvernement de Michel Barnier penche également sur la création d'une nouvelle taxe sur les dépenses publicitaires du secteur, dont les profits iraient directement à l'assurance maladie. En fait, pour l'exécutif, ces hausses visent à limiter la consommation de jeux d'argent par les Français, dont le nombre de joueurs augmente ces dernières années, alors que 6% d'entre eux souffrent d'un risque modéré ou excessif d'addiction. Mais plus globalement, il faut pas se leurrer, cela s'inscrit aussi dans le plan de redressement des finances publiques de 60 milliards d'euros annoncé par Michel Barnier, dont un tiers des économies concernent la sécurité sociale. Pour la dernière actualité, on reste en France, où la Cour des comptes préconise de supprimer 100 000 postes d'élus pour faire des économies. Alors en fait, la France détient le record mondial de la plus grande concentration d'élus de la planète, entre les députés, les sénateurs, conseillers régionaux, maires ou encore conseillers municipaux. Notre pays totalise environ 560 000 élus, soit à peu près un mandat pour 140 habitants. C'est tout simplement un record mondial. Dans ce cadre, la Cour des comptes plaide pour une réduction progressive des effectifs de 100 000 élus d'ici 2030, ce qui équivaudrait en fait à revenir au niveau du nombre d'élus de 2010, une mesure qui permettrait d'économiser 4,1 milliards d'euros par an. Plus précisément, ce sont les dépenses des intercommunalités, notamment celles liées au personnel qui sont visées. Pour rappel, les intercommunalités, ce sont des regroupements de communes qui mutualisent certains services pour améliorer l'efficacité de la gestion locale, comme par exemple la gestion des déchets, l'eau ou encore les transports. Et dans ces perspectives pour 2024, la Cour évalue déjà à plus 5,4% la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités sur les 8 premiers mois de l'année. Alors cette proposition potentiellement explosive de la Cour des comptes de réduire le nombre d'élus, et dont les associations d'élus justement contestent les motivations, fait en fait écho à celle d'Emmanuel Macron qui a envisagé dès 2017 de supprimer 120 000 postes dans la fonction publique. Selon Pierre Linard, le président de l'Association des maires de France, je cite, « Le personnel territorial ne peut être réduit à une simple question comptable ». Alors pour le moment, cette préconisation de la réduction d'élus en est au stade de la proposition. Nous verrons si cela se concrétise dans les prochains mois, je vous tiendrai au courant. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast. Pensez à mettre une note 5 étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez, ça m'aide énormément à être mieux référencé. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour un nouveau tour d'horizon.